Madame Morin. Oui, Président et chers collègues. Alors, je vais d'abord vous parler de la vraie vie. Ce matin, à défaut de covoiturage, la solution la plus vertueuse et respectueuse de nos engagements climatiques aurait été une solution de transport collectif. J'ai donc été sur tisséo.fr pour calculer l'itinéraire entre Matabio et le Bascala, de façon à arriver à 8h30 pour avoir le plaisir de prendre le café avec un petit croissant et vous, chers collègues. Bien évidemment, j'ai coché les cases perturbations et trajets accessibles. Aucun résultat n'a été trouvé. J'ai fait donc la recherche pour mes chers collègues en supprimant le critère de trajet accessible et en me disant que j'avais quand même eu bien raison de ne pas accepter d'aller vivre en banlieue à cause d'une inaccessibilité. J'ai écarté le vélo à cause de l'absence d'aménagement sécurisé et aussi, faute de pouvoir, rechercher une solution vraiment multimodale sur tisséo.fr. La meilleure solution prenait près d'1h15 avec 2 correspondances. Il fallait en tout prendre la ligne B, 2 bus, dont un à la Vache non accessible, et marcher 1 km. Et trajet retour impossible après 20h. Tout ceci pour vous dire qu'avec une gare à l'Espinasse, on aurait fait Matabio-l'Espinasse en 12 minutes. Et pour les 5 km restants à faire pour aller à Bruguière, si le maillage de la métropole était intelligent et adapté, ça serait fait en quelques minutes et plus rapide que la voiture ce matin. Alors pour revenir plus directement à nos AFNT, aménagements ferroviaires du nord de Toulouse, je tiens à souligner dès maintenant que nous allons soutenir et voter les amendements présentés par nos collègues du groupe écologiste, sinon nous ne cautionnerons pas un projet au rabais. Nous aussi, nous nous inquiétons de l'avis défavorable. Ah, ce n'est pas moi. Nous aussi, donc, nous nous inquiétons de l'avis défavorable de l'autorité environnementale, dont vous ne dites d'ailleurs pas un seul mot dans la délibération, alors qu'il s'agit d'un point essentiel qui devrait d'ailleurs vous inquiéter sur le plan juridique, mais je reviendrai sur cette question plus loin. Pour commencer, donc, nous confirmons nos demandes de la création d'un saute-mouton route de Lonnaguet, entre la Vache et Matabio, pour que tous les trains n'aient pas leur terminus à Matabio, mais au sud-est, et donc pour permettre la dématérialisation des circulations. Ceci afin d'améliorer le report modal en supprimant des ruptures de charges inutiles. Nous nous opposons aussi à la mutualisation d'une des voies venant du nord avec une de celles venant de l'est qui réduira la capacité et la robustesse de ce bloc sur une branche qui relie Toulouse à Castres, Albi, Figeac et Rodez. Ce qui devrait d'ailleurs répondre, et je regrette que Sacha ne soit pas là, ce qui devrait répondre à sa demande puisqu'il réclame à juste titre le désenclavement de Castres. Et comme nous sommes tous écologistes ici, le train c'est quand même mieux que l'autoroute. Ensuite, l'évaluation environnementale des AFNT doit inclure les projets connexes, en particulier le terminus partiel de la Vache, le plan de voie de Matabio et le projet de gare de l'Espinasse. Et maintenant, questionnons-nous sur la sécurité juridique des AFNT. Sachez que nous comprenons parfaitement vos inquiétudes après l'annulation par le tribunal administratif du PDU de Tisséo et du PLUH suite à des recours notamment basés sur des avis de la MRAE, l'autorité environnementale locale, qui avait pourtant alerté. En effet, chaque fois que nous avons évoqué la nécessité d'inclure en projet connexe le projet de gare à l'Espinasse, la réponse immuable qui nous a été faite par la métropole est que SNCF Réseau aurait indiqué que ce projet créerait un risque juridique important sur les AFNT et donc des retards. C'est pourquoi, parce que nous sommes soucieux de la réalisation au plus tôt des AFNT pour améliorer la circulation du train du quotidien, nous avons demandé à la métropole de nous justifier cette position en droit. Las, à ce jour, aucune trace des écrits de la SNCF à ce sujet, s'ils existent. Et juste, on m'a communiqué la citation de 2 jurisprudences anciennes. Alors, c'est des jurisprudences qui sont censées démontrer que l'ajout en projet connexe de la gare de l'Espinasse constituerait une modification dite substantielle du projet qui pourrait conduire à sa censure par les juridictions administratives. Mais en examinant ces jurisprudences, je n'ai trouvé aucun rapport entre, d'une part, un référé qui suspendait une modification d'un projet autoroutier sur la 89, sans d'ailleurs pouvoir trouver la décision finale au fond du Conseil d'État, et d'autre part, la censure par le Conseil d'État d'une modification vraiment substantielle du projet autoroutier de la 14 qui aurait eu un impact majeur sur la circulation de tout l'ouest parisien. Donc jusque-là, rien de très sérieux ni de probant. Et puis je me suis rappelé que l'équipe Moudinque, et c'est ce qu'a évoqué mon camarade, l'équipe Moudinque n'avait pas été aussi timorée. Non, c'est après. Déjà, vous n'aviez pas été timoré quand il s'était agi de joindre le projet de la tour Occitanie à la DUP du Grand Matabio. Là, vous n'aviez pas eu les mêmes réticences sur le plan juridique. Pourtant, c'est la même équipe qui a agi à la légèreté quand il s'est agi du PDU de Tisséo et du PLUH, qui sont quand même les 2 grands échecs juridiques et politiques majeurs de vos mandats. Surtout
la gare de l'Espinasse, elle fait l'unanimité sur le territoire, on l'a dit, du MEDEF à toutes les parties, finalement, sauf vous, un petit peu. Et même vous, finalement, vous présentez finalement un vœu pour soutenir la création de cette gare. On peut juste s'étonner qu'en tant que majorité, vous n'ayez pas affiché ce soutien dans l'avis de la ville de Toulouse, formulé dans le cadre de l'enquête environnementale, ni dans cette délibération, juste par souci de cohérence. Enfin, qui pourrait attaquer la DUP sur ce sujet et retarder le projet? Nous, on ne voit pas. En effet, l'ajout d'une 7e halte ferroviaire, placée géographiquement à équidistance des autres haltes qui vont être réalisées au nord, réalisable sur un foncier déjà détenu par la SNCF, sur des emprises déjà existantes et déjà artificialisées, sans impact sur la loi sur l'eau ni sur les aspects biodiversité, relève de notre point de vue une modification très relative, d'autant qu'elle améliorera la rentabilité économique du projet. C'est pourquoi nous vous demandons de plaider pour l'inscription du projet au CPER. Vous savez que cet aspect financier est un aspect majeur. Vous le soulevez régulièrement. Vous avez une opportunité aujourd'hui de demander l'inscription au CPER. Saisissez-en vous, si vraiment vous êtes décidé à porter ce projet. Enfin, cessez de désinformer en présentant que le RER ne relèverait pas de vos compétences au prétexte que le rail relèverait de la région et qu'il faudrait attendre la nouvelle loi SERM. Je vous croyais plus sérieux sur la compétence des collectivités. En effet, la région a la compétence sur les transports collectifs régionaux et la métropole sur les transports collectifs métropolitains. Il n'y a pas en tant que tel de compétence de la région ou de la métropole sur le rail à proprement parler. Maintenant qu'on a clarifié la situation sur le plan juridique, qu'est-ce qui empêche de faire un projet ambitieux et réaliste qui ne compromette pas l'avenir des transports du quotidien? Est-ce que cela a à voir avec les priorités du maire-président de Toulouse et de la présidente de la région, dont certaines mauvaises langues disent qu'ils seraient prêts à s'asseoir sur les transports du quotidien pour s'accommoder des moyens financiers de SNCF Réseau en privilégiant uniquement la LGV? Allons-nous sacrifier l'avenir du territoire et laisser les bouchons être encore pires en 2030 qu'en 2020 si on se limite à vos projets dont la ligne C du métro? Dernier point, Jean-Luc Moudenc et son équipe doivent cesser de désinformer en prétendant qu'il faudra 1,6 milliard pour n'atteindre que 100 000 voyageurs en 2040, alors que ce sont précisément les choix que vous et votre équipe vous êtes en train de soutenir qui limiteront la capacité du RER et donc son efficacité. Rappelons, si on s'en tient aux fameuses études multimodales dont vous nous avez refusé la communication pendant 2 ans, que le scénario C, avec une offre diamétralisée, arrivait à 120 000 voyageurs en job, jour ouvrable de base, et ceci avec des données déjà anciennes qui ne prennent pas en compte l'évolution de l'urbanisation au nord de Toulouse, ni la dernière enquête ménage-déplacement de 2023. Si vous recherchez vraiment la solidité juridique de ce projet de la FNT, alors battons-nous pour l'actualisation des études d'impact, comme le demande l'autorité environnementale. Ne refaisons pas les mêmes erreurs qu'avec le PLUH et le PDU. Et avançons au-delà des étiquettes politiques, construisons ensemble les nécessaires solutions multimodales dont le rail fait partie et assurons-nous que les choix techniques d'aujourd'hui n'obèrent pas l'avenir et ne conduisent pas à des surcoûts du type allongement des quais de la ligne A du métro, faute d'anticipation. Ne laissons pas l'État et la SNCF conduire un projet au rabais qui certes permettra la LGV, mais limitera la performance des transports du quotidien et coûtera très cher ultérieurement et rendra impossible un certain nombre de solutions. Je vous remercie. Bien, Monsieur Bolzan pour des éléments de réponse, et puis nous passons au vote. Oui, très rapide, Monsieur le Président. Merci. Pour Madame Hardy, bien sûr qu'on participe au projet du CERM, qu'on est associé, puisqu'on est partenaire des études multimodales depuis 2017, et qu'on est engagé dans la 2e phase d'études multimodales. Ensuite, on finance déjà la ligne C en connexion des 5 stations métro avec les pôles d'échange multimodaux. Et on participe déjà aux investissements des AFNT à hauteur de 15%. Pour M. Chartier, toujours pas rester sur le CERM, plutôt que vous avez accentué, non pas sur l'avis. C'est justement pour que ce soit choisi le scénario de CERM le plus efficace en diminution des gaz à effet de serre que le Président a demandé et obtenu que des études sur la cohérence urbanisme-mobilité soient menées dans le cadre des études multimodales 2. Mais attendons donc cette étude pour choisir effectivement quel est le meilleur scénario. Pour Mme Moret, Monsieur le Président, je vous propose de ne pas y répondre, parce que si chaque élu refait les commissions, on n'est pas encore arrivé. Donc elle a eu toutes les réponses en commission, elle les a eues par écrit, et là, parce que c'est pour ses réseaux sociaux, elle voudrait qu'on refasse le match, donc je propose de ne pas y répondre. Bien. Moi, je souhaiterais qu'on passe au vote. Parce que
Madame Hardy, vous n'avez pas parlé de l'essentiel du sujet, vous avez uniquement parlé du CERM. Ah, écoutez, alors je vous donne 1 minute à chacune, puisque Madame Morin veut parler. On essaie d'être synthétique. 1 minute à chacune. On est encore dans les temps. Alors, 1 minute. On ne parle pas de la même chose. Bien sûr, vous participez aux études multimodales. Bien sûr que vous participez au financement de la ligne C. Mais on ne parle pas de ça. On parle du projet qui va être nécessaire pour être éligible aux subventions de l'État lors de la conférence de financement qui est prévue au mois de juin et pour lequel, si vous, en tant que président de la métropole et président de TICO, vous ne prenez pas cette responsabilité-là, vous prenez les risques que nous ne soyons pas éligibles. Donc on ne parle pas de la même chose. Bon, je vais vous répondre. Je laisse Madame Morin intervenir encore. Oui, juste pour m'étonner du propos de M. Bolzan, parce que je comprends qu'il soit un petit peu en difficulté pour me répondre. J'avoue que c'est un petit peu technique et juridique, et que c'est vrai que tout le monde n'est pas à l'aise sur ce domaine. Mais en même temps, je ne vous demande pas de répondre immédiatement. Je pense que si vous avez vraiment des arguments, vous pouvez me laisser parler, M. Bolzan, c'est juste une question de respect. Dépêchez-vous, madame, dépêchez-vous. Ben oui, mais s'il me fait parasite en parlant dans mon dos, c'est un peu compliqué. Enfin, en tout état de cause, moi, je suis prête à discuter de mes arguments juridiques et techniques, il n'y a aucun problème. Mais encore faut-il que j'ai en face de moi des interlocuteurs capables de débattre de ce sujet. Et je pense que cette question-là, elle est quand même importante et que ça intéresse tous les maires, parce qu'on nous dit il y a un problème juridique. Ben, je vous réponds sur cette question. Donc maintenant, j'attends qu'on soit capable de contredire les points de vue que je porte. Je ne suis pas juriste, peut-être que je suis juste une personne qui s'avance trop, mais j'attends que vous veniez me porter la contradiction. En tout cas, ce qui est important au final, c'est qu'on puisse avoir un projet qui permette de faire face au transport du quotidien, et c'est ça l'essentiel. Et je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Donc donnons des moyens, demandons des moyens pour le CPER, donnons-nous tous les moyens de faire les choses correctement. Merci. Bon, moi je vais répéter ce que j'ai dit 10 fois au moins, et encore en conseil municipal vendredi, puisque une fois de plus, vous refaites le débat du conseil municipal de Toulouse, et vous l'infligez à tous les élus de toutes les communes. Les études sont en cours, elles sont pilotées par le conseil régional et les autres autorités, État, département, TICO, métropole, y sont associées. Madame Hardy, quand vous me dites, j'ai noté votre phrase, vous devez être au cœur du pilotage des études, ça voudrait dire donc que je devrais contrecarrer la présidente de région, mais oui, ça veut dire ça. Alors que nous avons convenu de manière partenariale que ce soit la région qui mène les études. De même, lorsque vous dites il faut y aller de manière par étapes, de manière progressive, et c'est en cela que la notion d'urgence peut être prise en compte, ben ça, je regrette, c'est de la responsabilité de ceux qui jugent les sillons ferroviaires existants aujourd'hui. Ceux qui les gèrent, les sillons ferroviaires, ce n'est pas la métropole, vous le savez bien, c'est la SNCF et c'est la région. Et donc, c'est eux, c'est elles plutôt, la SNCF et la région, qui sont à même de dire si oui ou non des aménagements sont possibles en temps intermédiaire. Moi, je ne peux que vous renvoyer vers les, je dirais, les déclarations réitérées de la présidente de région là-dessus, sur la saturation actuelle du réseau ferroviaire toulousain. Voilà. Donc moi, je n'irai pas me mettre contre la région en disant « je veux, moi, président de la métropole, pour faire plaisir à Madame Hardy, être au cœur du pilotage des études, et la région, non, on la met à l'écart du pilotage des études ». Je regrette, on reste sur la méthode qui est convenue. On aura un aboutissement de ces études à la mi-2024. Donc, je ne vois pas pourquoi il faudrait, je dirais, trépigner et adopter une sorte de méthode de gribouille pour traiter ce dossier. Voilà, donc restons dans la méthode qui a été collectivement convenue, pas la méthode décidée par le président de la métropole, collectivement convenue par le préfet, la présidente de région, le président du département, le président du TICO et l'exécutif métropolitain. Sur ce, je mets aux voix ce qui a été
présenter. Les amendements, il faut les présenter en commission. Monsieur Chartier, non. Il faut être sérieux. Les amendements, vous m'avez amené les amendements il y a un quart d'heure. Celui qui a rapporté la délibération, M. Bolzan, n'est pas au courant des amendements. Donc on ne travaille pas comme ça. Sur un sujet aussi important que celui-là, tout ça, c'est du travail de commission. Donc moi, je fais voter maintenant la délibération proposée. J'estime qu'on a beaucoup parlé. J'ai été vraiment très respectueux des expressions des uns et des autres. En plus, on en a parlé combien de fois de ce sujet déjà. Donc je fais voter. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Interruption de séance. Qui vote contre? Interruption de séance. La délibération est adoptée à l'unanimité. C'est de droit, Monsieur le Président. Et nous allons maintenant. Vous censurez les amendements, Monsieur le Président. Et nous allons maintenant traiter interruption de séance, Monsieur le Président. Qui suit. C'est pas vous qui présidez de la séance. Donc nous allons traiter le sujet qui suit. Et donc je vous propose maintenant de traiter la délibération numéro 2. Ainsi que la numéro 3, puisqu'il n'y a pas de remarque particulière d'après le tableau qu'on m'a donné. Donc sur la 2 et la 3, qui ne participent pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté. Sur la 4e délibération, qui ne participe pas, M. Karmann, la 4e délibération sur la logistique urbaine. Oui, simplement, Monsieur le Président, on présente régulièrement des amendements. Merci de nous expliquer, eu égard au règlement, quand est-ce qu'on doit présenter ces amendements, parce qu'en commission, sur ce sujet-là, à chaque fois qu'on en a parlé, on nous a renvoyé au Conseil. Aujourd'hui, on arrive au moment du Conseil, on présente les amendements, vous nous les refusez, je peux l'entendre, mais dans ce cas, donnez-nous une méthode pour présenter les amendements, la veille, le jour même, à qui ? Mais il faut une réponse claire, parce qu'on ne peut pas, à chaque fois qu'on présente des amendements, se faire bouler, parce que c'est jamais le bon timing. Donc, soit on l'écrit S'agissant des amendements, il y a un travail en cours sur le règlement intérieur. Donc ce travail doit donner des réponses. Mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas prendre en compte des amendements qui n'ont pas été présentés en commission, que l'on me donne, moi, il y a un quart d'heure, et dont le rapporteur du dossier n'est pas au courant. Voilà, c'est tout. C'est du bon sens. Et je ne sais pas dans quelle assemblée ce type de pratique aurait cours. Je ne connais pas un conseil municipal. C'est la loi et c'est de droit, Monsieur le Président. Donc, je mets aux voix la 4e délibération. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? Elle est adoptée à l'unanimité. 5e délibération. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant au chapitre 14. Sur la première délibération, qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? L'illégalité la plus totale. C'est adopté à l'unanimité. Deuxième délibération du chapitre 14. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté à l'unanimité. Troisième délibération du chapitre 14. Encore une fois, Monsieur Karmann, oui, sur la troisième délibération, c'est-à-dire l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes. Nous demandons une interruption de séance sur ce Conseil, avec un point juridique dédié sur cette question des amendements. Si vous ne nous l'accordez pas, nous quitterons la salle. Très bien, je ne vous l'accorde pas. Donc nous passons, on va enfin travailler sérieusement. Donc nous allons au point suivant de l'ordre du jour. Nous étions sur la délibération relative à Lasbordes, la troisième délibération du chapitre 14. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Je vous propose